Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie les organisateurs de ce 6e congrès maghrébin de gastroentérologie de me donner l'occasion de vous parler d'un nouveau traitement de la maladie hémorroïdaire qui est la radiofréquence. J'ai quelques liens d'intérêt avec le sujet, liés à des facilités et à des prix, bien évidemment. Le principe du traitement est assez simple, c'est la production locale de chaleur permettant d'obtenir au sein du plexus hémorroïdaire interne une coagulation puis une nécrose tissulaire. L'équipement qui est nécessaire pour effectuer ce geste comporte un générateur de radiofréquence commercialisé sous le nom de Raffaello par la société F-Care et une sonde à usage unique qui véhicule cette radiofréquence, sonde que vous voyez en bas à droite, qui mesure environ une vingtaine de centimètres. Alors, comment se passe le geste en pratique? Dans un premier temps, on va insérer donc un anuscope, permettant alors d'infiltrer avec un anesthésique local la région sous-muqueuse située sous le plexus hémorroïdaire. L'objectif est également d'éloigner la zone de coagulation du sphincter interne pour éviter son traumatisme par une simple diffusion de la chaleur. Cette sonde, qui va être placée au sein du plexus hémorroïdaire, par radiofréquence, va induire une agitation moléculaire au sein du liquide intracellulaire. Ce courant alternatif, se faisant par des micro-allers-retours, aboutit alors à une production de chaleur qui va coaguler les protéines et à terme obtenir une nécrose tissulaire. Puis, une fois cette nécrose tissulaire obtenue, on va utiliser la même sonde pour faire une nécrose superficielle du tissu qui recouvre le plexus hémorroïdaire. Le fabricant recommande l'utilisation d'une compresse réfrigérée pour limiter la diffusion de la chaleur. Alors cette technique est décrite comme nouvelle, qui aboutit donc à une nécrose puis après à une desquamation tissulaire, est utilisée également dans d'autres domaines de la gastroentérologie, y compris par exemple la destruction des endobrachiésophages ou des métastases hépatiques ou pulmonaires. La miniaturisation des sondes a permis, avec le développement des générateurs, la diffusion de cette technique, je dis bien la diffusion, pas sa validation. Comment cela se réalise alors au plan pratique au bloc opératoire? Eh bien, au bloc opératoire, on va infiltrer la lésion, là encore avec l'anesthésique locale, comme vous le voyez. On va ainsi, bien sûr, soulever un peu le tissu hémorroïdaire, mais l'éloigner de l'appareil sphinctérien interne. Et cette sonde est alors introduite au sein du plexus hémorroïdaire et on va produire la coagulation. Alors quand on voit ici, là comme ça, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quand même une production de chaleur locale. On va le voir lorsque on va retirer la sonde après avoir fait 3-4 sessions de coagulation commandées par la pédale. On va retirer la sonde et vous allez voir qu'au point d'introduction, il n'y a pas de saignement, justement grâce à cette coagulation tissulaire. Puis, dans un second temps, on va coaguler la partie superficielle. Alors on utilise cette technique bien sûr dans les endobrachiésophages, la coagulation intravasculaire dans la maladie vasculaire, mais aussi dans les métastases pulmonaires, dans les métastases hépatiques, le principe étant toujours le même d'obtenir une destruction thermique. Ici, elle se fait en superficie en complément de la coagulation profonde. Puis on va répéter cette manœuvre ultérieurement en déplaçant cet anuscope, qui ici j'ai utilisé un anuscope fenêtré, pour recommencer la manœuvre dans un autre cadran hémorroïdaire. Quelques conseils pratiques. Eh bien, personnellement, je continue à utiliser une antibioprophylaxie par flagile et des lavements au normacol préalables. J'utilise plutôt des anesthésiques de longue durée sous la lésion, un mélange de xylocaïne et de rovipacaïne. Je ne le fais pas sans anesthésie, mais c'est une anesthésie de type coloscopie par propofol. Alors, le concept d'utiliser une
compresse de refroidissement, je ne le fais pas, je ne fais pas ce qu'on appelle le cooling. Personnellement, on a tous eu l'expérience d'attraper un plat trop chaud qui nous brûle l'extrémité des doigts. Il faut passer les mains pendant de très longues minutes sous de l'eau très froide pour parvenir à récupérer cet effet thermique. Je ne crois pas que cette petite compresse soit un grand intérêt, ça relève à mon avis plus du gris-gris. J'utilise après des laxatifs bien évidemment et des antalgiques. Il est assez rare que l'on ait besoin de monter au-dessus d'un niveau 2. C'est une technique qui est faite en ambulatoire. Ce qui n'est pas déterminé actuellement ni même validé, c'est la possibilité de répéter les sessions. Si au cours d'une même séance opératoire, on va faire chacun des paquets, un résultat partiel peut-il bénéficier dans un deuxième temps d'une nouvelle session de radiofréquence? Pour le moment, ce n'est pas une procédure qui est considérée comme référencée. Les questions qui nous restent. Il y a tout d'abord la place de cette radiofréquence au sein de l'arsenal. De façon très résumée ici, vous voyez les données des recommandations pour la pratique clinique promues par la Société nationale française de coloproctologie en 2015 et publiée en 2016, où on voit que le traitement médical a sa place et que cette place se réduit au fur et à mesure que le grade de la maladie hémorroïdaire augmente. Le traitement instrumental, ici en deuxième colonne, avec ses alternatives, en sachant que les grades 2, grade 3 sont le domaine électif de la ligature élastique et que les traitements instrumentaux ont beaucoup moins d'intérêt pour les grades 4 en pratique. La chirurgie, elle, qui est l'instrument principal des grades 4, peut être utilisée pour les grades 2 ou les grades 3 déjà. Les grades 1, c'est tout à fait exceptionnel, notamment en cas d'anémie. Alors, la place de la radiofréquence. Tout d'abord, le débat est de savoir si on a affaire à un traitement instrumental ou chirurgical est, à mon avis, clos dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure qui va pouvoir se faire main levée en consultation. Ça nécessite un minimum de préparation et d'information préalable avec des complications spécifiques qui relèvent donc du domaine chirurgical. Ensuite, on l'applique dans la littérature, principalement pour les grades 2 et pour les grades 3. Si on s'adresse à des grades 4, la masse tissulaire à nécroser fait perdre le bénéfice de cette technique compte tenu de la masse tissulaire qui va pouvoir être impliquée. Et les grades 1, ce n'est pas en général une indication chirurgicale, sauf là encore en cas d'anémie. La deuxième question, c'est la place dans l'arsenal chirurgical cette fois-ci. On peut, de façon un peu caricaturale, dire qu'il y a les techniques validées qui sont celles d'excision de type Milligan et Morgan, ou celles de réintégration comme l'hémorroïdopexie de Longo. Les techniques non validées ne sont pas validées dans les techniques d'excision parce qu'on fait appel à du matériel qui n'est pas complètement référencé, même si le ligature actuellement est bien ancré dans la pratique compte tenu des bénéfices et de la rapidité dans son usage. Les techniques de dévascularisation sont avant tout dominées par la ligature artérielle sous contrôle Doppler. La littérature devient suffisamment abondante pour que je pense assez prochainement on pourra le sortir des techniques non validées pour être une alternative aux techniques validées. Alors là maintenant, la question de savoir si on a affaire à une technique validée ou pas ne se pose pas. La radiofréquence n'est pas actuellement une technique suffisamment validée. Est-ce qu'il s'agit d'une technique mini-invasive comme l'hémorroïdopexie ou la ligature artérielle Doppler, dans la mesure où la radiofréquence fait appel à une destruction tissulaire, même s'il y a une part de dévascularisation par la coagulation obtenue? Je crois que c'est un faux débat et qu'on s'en fiche. Le principe d'une technique est de savoir est-ce qu'elle fait un peu, beaucoup ou pas mal, et est-ce qu'elle est efficace ou pas efficace. Justement, à propos d'efficacité, les résultats publiés, vous voyez, il y a eu un grand gap entre les publications initiales qui montrent que la technique n'est pas si nouvelle que ça, qui date de 2004, puis 2006. La principale étude est celle de Gupta sur 60 patients, qui est la seule étude randomisée, mais elle est très ancienne, avec du matériel dont on ne dispose bien évidemment plus. Elle est mono-auteur. J'ai quelques réserves sur cette publication. Les publications ultérieures, à partir de 2018, varient en nombre de patients, de 217 à 27, donc vous voyez c'est assez variable. On ne sait pas toujours très bien pourquoi on opérait les patients, comme habituellement dans les techniques chirurgicales. On a affaire plutôt à des grades 3, parfois 4, parfois plus petits, et le score de douleur est plus bas, et lorsqu'il est mesuré, eh bien effectivement, le score de douleur à 2,5 en post-opératoire est moins important que celui d'un Milligan et Morgan, bien que près d'un patient sur deux soit obligé, dans l'étude de Jean-Michel Dibiot, de recourir à des antalgiques de niveau 2. Il s'agit d'une étude qui va s'intégrer à une publication de cohorte française sur plus de 200 patients. La satisfaction est réelle, même lorsqu'on utilise des scores un peu complexes, on voit que la qualité de vie est multipliée par 4 grâce à cette technique qui reste quand même avec des complications de l'ordre de 8 à 25%. Ces complications, eh bien, c'est avant tout une fissure anale, on peut le comprendre, liée à une coagulation probablement un peu basse, la thrombose, la récidive,
des spasmes sont signalés. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais la récidive n'est pas nulle quand même. Alors, en conclusion, les messages qu'on peut rapporter chez nous, c'est tout d'abord que nous sommes à 6 ans des dernières recommandations de la Société nationale française de coloproctologie. Il n'y a toujours pas d'essai randomisé. Ce n'est pas une technique mini-invasive, puisqu'il y a une coagulation tissulaire. Et d'ailleurs, on s'en moque. Mais c'est justement parce que c'est une technique d'ablation-coagulation que les résultats préliminaires sont bons. La durée de vie est probablement longue aussi quand ça fonctionne, mais ça fonctionne exclusivement sur la maladie hémorroïdaire interne. Il ne doit pas y avoir de maladie hémorroïdaire externe ou de fissure préalable, car alors cela constitue une contre-indication à cette technique. Très souvent, il s'agit d'un produit d'appel, donc il faut un peu se méfier du pressing industriel. Elle est probablement intéressante à suivre. Est-ce qu'il faut s'équiper? En tout cas, je ne sais pas, mais clairement, il faut négocier car le matériel est relativement coûteux. Je vous remercie de votre attention.